Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette interview dédiée à une thématique essentielle du marketing touristique, le marketing de destination avec un focus particulier sur le cas du Maroc. Dans un contexte mondial où la concurrence entre destinations est de plus en plus intense, comprendre comment un territoire peut se promouvoir de manière efficace est fondamental. Pour nous éclairer, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Dr Oussama Baïd, expert reconnu dans ce domaine. Notre objectif sera d'explorer les leviers, les tendances et les stratégies gagnantes du marketing territorial, notamment les rôles du numérique, de l'expérience client et des influenceurs dans la mise en valeur d'un pays comme destination touristique. Merci encore, Monsieur Oussama Behit, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement pour notre audience et pour qu'ils puissent comprendre votre parcours et votre lien avec cette thématique? Bonjour Sismaïl et merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous l'avez bel et bien évoqué, je suis docteur en sciences de gestion spécialisé en marketing stratégique. J'ai été directeur marketing dans le secteur hôtelier pendant plusieurs années, notamment dans des établissements de luxe ou dans des chaînes de clubs spécialisés en non inclusif. Aujourd'hui, je suis directeur strat d'une OTA ici au Maroc, précisément sur Agadir, qui se veut à ce qu'il devienne le nouveau Booking ici sur le territoire marocain. Donc, ces expériences aujourd'hui, ils m'ont permis de développer une compréhension globale et exhaustive, fine quand même, du marché touristique, mais aussi en particulier celle du Maroc et des enjeux de compétitivité, de communication et de transformation digitale. Merci pour cette présentation. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est, selon vous, Monsieur Sama, l'état actuel du secteur touristique marocain et comment le pays se positionne-t-il aujourd'hui? Je commencerai tout d'abord en disant que le secteur touristique au Maroc, il représente un pilier de l'économie nationale. Parce que, rappelons d'abord quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2023, le Maroc, il a accueilli plus de 14 millions de touristes. C'était vraiment un record historique. Et que le tourisme, il a généré à peu près les environs de 105 milliards de dirhams de recettes. Et il a dû contribuer en quelque sorte à 7% du PIB national. Et je dirais que même au niveau de l'emploi, le secteur, il a fait vivre directement, indirectement, plus de 500 000 emplois. Donc, ce n'est pas un hasard si le touriste, aujourd'hui, il figure parmi les priorités stratégiques du nouveau modèle de développement. Et ceci à niveau sur toute l'économie nationale, au niveau du transport, de l'artisanat, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, mais aussi de l'agriculture locale. Donc, ceci nous a automatiquement donné l'offre diversifiée, mais encore trop concentrée. Parce que le Maroc aujourd'hui, il ne dispose pas qu'une d'une offre touristique unique au monde, mais il est plus articulé autour de, je dirais, si je peux me permettre de dire d'ailleurs, sur quatre piliers majeurs. C'est le tourisme balnéaire, à titre d'exemple, on trouve Agadir, Essaouira et autres. Le tourisme culturel qui est incarné sur Marrakech, Fès et même Rabat. Le tourisme national et rural, très promoteur dans les Hauts Atlas, le Rif, d'autres pays et d'autres destinations, pardon. Et finalement, le tourisme saharien ou celui de l'aventure, principalement, notamment au niveau de Merzouga. Mais malgré cette richesse, si je peux dire, il y a 80% des flux qui restent concentrés sur les trois grandes villes qui sont principalement Marrakech, Agadir et Casablanca. Donc l'enjeu est de mieux répartir les flux pour créer une dynamique touristique équitable et capable de faire émerger de nouvelles destinations de niche. Donc, pour parler sur ces destinations de niche, il faut d'ailleurs comprendre une destination qui est en plein relance après le post-Covid. Comme d'ailleurs et partout ailleurs, le secteur marocain il a été profondément touché par la pandémie, mais il a également démontré une résilience remarquable. Parce que dès l'année 2022, les indicateurs, ils ont déjà commencé à repartir à la hausse. Et en 2023, si je me rappelle très bien, nous avons non seulement rattrapé le niveau de notre année de référence, qui est l'année 2019, mais nous les avons aussi dépassés. Parce que le royaume aujourd'hui bénéficie d'un fort regain d'attractivité soutenu par plusieurs facteurs qui sont les rétablissements progressifs
de la connectivité aérienne et ce qu'on appelle aussi de la desserte aérienne avec des hubs européens majeurs, des nouvelles lignes directes entre soit l'Europe, soit l'Amérique et autre chose, les investissements qui sont vraiment importants dans l'hôtellerie à la montée de la gamme des infrastructures. D'ailleurs, il y aura vraiment un investissement colossal d'ici l'année 2030 et on en reparlera d'ailleurs juste après. La stratégie volontariste de l'Office national du tourisme avec des campagnes comme Maroc Terre Lumière au niveau de l'international pour qu'ils puissent parler de la destination du Maroc au niveau international. Donc aujourd'hui, on peut travailler ou reparler carrément que le touriste est désormais piloté par les tendances mondiales. Parce que cette croissance, il doit s'adapter à des tendances profondes et parfois disruptives et qu'on ne peut plus ignorer parce que la montée en puissance du tourisme durable et responsable, il y a aussi l'explosion du tourisme expérientiel, il y a aussi la demande de personnalisation, que le voyageur attend une offre adaptée à son profil et ses passions. Il y a aussi la montée des nouveaux marchés émetteurs comme les pays d'Afrique, l'Ouest, l'Asie de l'Est, les États du Golfe. Et bien sûr, et finalement, la digitalisation prend sur de toute la chaîne touristique de l'inspiration à la réservation en passant par le partage d'expériences. Donc, le Maroc ne doit pas seulement suivre ces tendances, mais il doit s'y inscrire activement et d'anticiper et de les intégrer dans sa vision. Tout ceci nous lance principalement à en parler sur quelques défis persistants à se relever, parce que malgré les progrès aujourd'hui qui sont plusieurs, et je dirais il y aura plusieurs défis structurels qui méritent vraiment une vigilance continue, il faut principalement parler sur la tendance et la qualité du service, qui reste vraiment très hétérogène d'une région à l'autre, et il faut renforcer la formation, l'encadrement et la culture client. Le tourisme interne, encore une fois, il est sous-exploité et doit devenir un véritable pilier complémentaire au tourisme international. Le tourisme rural, comme l'avait bel et bien évoqué, il reste riche en potentiel, mais il souffre d'un déficit d'infrastructures d'accès et de promotion. Et finalement, la coordination territoriale entre les régions, les communes, les CRT et les acteurs privés reste à optimiser. Ceci, comme je l'avais déjà évoqué sur les ambitions du Maroc pour l'année 2030, face à ces constats, le Royaume, il a dû lancer en 2023 une nouvelle feuille de route touristique pour 2023-2030 pour qu'on puisse bien organiser la Coupe du Monde, comme vous le savez déjà, Ismaël. Le Maroc, à côté de l'Espagne et du Portugal, ils organisent la Coupe du Monde et pour ceci, il faut qu'on ait vraiment une ambition grandiose pour qu'on puisse assurer la capacité du nombre touristique qui vont venir lors de cette année. Donc déjà qu'on vise en moyenne à attirer 26 millions de touristes à l'horizon 2030. C'est carrément doubler la recette touristique. Et c'est créer en quelque sorte 200 000 nouveaux emplois dans le secteur, réhabiliter, dynamiser en quelque sorte 9 nouvelles filières prioritaires. C'est principalement le balnéaire, le culturel, le business à faire, le golf, le bien-être, les croisières, le maïs aussi. Le maïs, c'est l'événementiel au sein des hôtels et tout ce qui part avec. Et finalement, je dirais repositionner le Maroc comme la destination africaine de référence, durable, ouverte et moderne. Parce que ces stratégies, comme je l'avais bel et bien précisé, sont pleinement dans la perspective du Coupe du Monde pour l'année 2030, mais il reste aussi une opportunité exceptionnelle pour promouvoir l'image du Maroc sur la scène internationale. Donc, j'ai essayé un peu de faire un peu le tour du contexte. Je sais que ça a pris un peu du temps, mais il fallait à ce que je parle sur l'ensemble parce que vraiment, c'est quelque chose qui me touche à cœur et qu'il faut qu'on aille là de l'avant pour qu'on puisse assurer les choses dans les règles de l'art. C'était trop intéressant, Monsieur Oussama, et merci pour ces éléments du contexte. C'était très éclairant. Si l'on se projette maintenant sur le plan marketing, quels sont selon vous les grands enjeux du marketing de destination pour un pays comme le Maroc? Pour les enjeux marketing des destinations, je dirais que le tourisme est plus qu'un secteur économique. C'est vraiment un vecteur d'image, de rayonnement et de diplomatie même. À ce titre, le marketing de destination ne relève pas d'un simple outil de communication, cher ami. C'est plus un levier stratégique, un moteur d'attractivité et carrément même un catalyseur de croissance territoriale. Parce que derrière chaque campagne, chaque message, chaque visuel partagé au monde entier, il se joue des équilibres économiques, culturels et sociaux. Parce que les destinations, ils se multiplient et les voyageurs sont surinformés.
et les attentes changent rapidement et se démarquent et il ne suffit pas. Donc, il faut savoir convaincre, séduire et fidéliser. Donc, le Maroc, aujourd'hui, par fort de son histoire minière et sa diversité géographique, culturelle, et c'est dans l'hospitalité légendaire, et je souligne carrément sur l'hospitalité marocaine parce que sur ça qu'on est aujourd'hui connu, vraiment aujourd'hui très très connu, il doit être relevé sur plusieurs défis pour consolider sa position dans l'imaginaire mondial des voyageurs. Donc, premièrement, je me permets de dire que le Maroc, il est pluriel. Quand je parle de pluriel, c'est plus ou moins des montagnes ensignées, des dunes sahariennes, des médinas animés, des places sauvages, une richesse incroyable, mais aussi un défi en marketing. Si nous maîtrisons pas notre image, ce sont les autres qui vont la construire à notre place. Et parfois, cette image, elle peut être incomplète, biaisée ou dépassée. Donc, le premier enjeu, c'est d'affirmer l'identité du pays. Et plus ou moins au Maroc, c'est d'affirmer notre identité. Pas seulement un slogan pour une campagne, mais une vision globale sur ce que le Maroc incarne aux yeux du monde. Sommes-nous une destination de culture, de bien-être, d'aventure, de spiritualité, d'authenticité ou toute chose à la fois? Donc notre force réside dans cette capacité de raconter une histoire unique, lisible et désirable. Mais si je voudrais parler un peu des enjeux marketing, s'il faut savoir s'adapter à la révolution numérique aujourd'hui. Le voyageur aujourd'hui n'attend pas à ce qu'on lui propose une destination parce qu'il est en train de la découvrir, de l'explorer, de la comparer, de la partager. Et tout ceci se passe en ligne, sur des plateformes, sur des réseaux sociaux ou autres. Donc les algorithmes aujourd'hui des réseaux sociaux, des plateformes de réservation, ils dictent désormais des choix multiples touristiques. Et c'est un changement radical. Parce qu'un autre marketing de destination, il doit répondre à cette digitalisation de l'inspiration. Il ne s'agit pas seulement de reproduire de belles brochures et des spots TV, mais c'est plus de maîtriser l'ensemble de l'écosystème numérique, partant du contenu, du référencement, de la visibilité et aussi de la réputation. Parce que ignorer ce levier, c'est devenir invisible. La réputation aujourd'hui, c'est vraiment le levier indispensable pour qu'on puisse travailler sur le marketing territorial. Et bien sûr, il faut ne pas obliger, négliger l'équilibre entre le développement de l'ensemble des régions. Comme je l'avais bel et bien évoqué, le Maroc aujourd'hui, ou avant, il se focalisait sur les trois grandes villes qui sont Agadir, Marrakech, Casa. Mais de même, il faut partir comme quoi, ce que le marketing des destinations, il a été concentré sur les trois villes. Aujourd'hui, nous devons dépasser cette vision centralisée. Chaque région, elle doit posséder, qu'il possède un certain niveau potentiel touristique exceptionnel. Le Rif, on a le Sahara aussi, il y a les villes atlantiques, il y a les zones rurales. C'est aussi promouvoir une destination nationale qui doit être valorisée sur l'ensemble de la diversité du pays. Il faut sortir un peu du schéma classique et légal, comme quoi une image pour une ville, mais proposer une expérience multiple et complémentaire à travers le royaume, à travers des voyages organisés à ce que qu'on parte sur un ensemble de villes bien précis sur le royaume et autre chose qu'on peut faire aussi. Et je dirais principalement, c'est le point final, si je peux me permettre de parler aussi sur ça, c'est la coordination entre l'ensemble des acteurs touristiques aujourd'hui. Le marketing de destination n'est pas l'affaire d'un ministère ou d'un office uniquement, mais c'est aussi une construction collective qui engage les institutions, les professionnels du tourisme, les collectivités, les marques hôtelières, les ambassadeurs culturels, les influenceurs même. Et on va en parler sur ça d'ailleurs, sur un point sur lequel je voudrais qu'on l'évoque ensemble. Donc, nous devrons parler ensemble, sur l'ensemble des acteurs écosystèmes, les acteurs touristiques que je viens d'élaborer. Ils doivent parler d'une seule voix et partager une feuille de route commune, coordonner nos actions et harmoniser nos messages. Ce n'est pas que cette stratégie ou cette synergie nationale que nous pourrons rendre notre destination visible, crédible et incontournable, parce que le marketing de destination est bien plus qu'une vitrine, c'est une stratégie de séduction, mais une manière de raconter le Maroc au monde, avec fierté de un, avec intelligence et finalement avec impact. Mais pour que cette stratégie fonctionne, cher ami, nous devons se relever ensemble sur des éléments et des enjeux majeurs. Il faut qu'on construise une image forte, ancrée dans le numérique, valoriser pardon, tous les territoires, répondre aux nouveaux attentes, mais exister sur le marché mondial et finalement travailler sur la cohérence et l'unité du marché marocain. Donc, j'ai essayé un peu Excellemment. de faire le tour encore une fois.
Et j'espère que je donne un peu les bonnes réponses sur les questions que vous me posez, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais j'essaie d'être vraiment le plus restreint possible. Bah, cela montre bien à quel point la stratégie doit être fine et adaptée. Et je crois qu'on pourra passer maintenant à des cas concrets. Pouvez-vous partager des exemples de stratégies efficaces qui ont bien fonctionné, notamment au Maroc, par exemple? Bien sûr, d'ailleurs, j'allais en parler, mais je pense que c'est vraiment une très bonne question parce que j'allais en parler tout à l'heure quand je parlais un peu des enjeux, parce que Mhm. là, en tête, j'ai déjà quatre idées qu'il faut vraiment, là, en discuter avec vous. C'est un peu, et je commencerai par le marketing expérientiel. C'est que le voyageur aujourd'hui ne veut pas simplement visiter, mais il veut vivre une expérience émotionnelle. D'où l'importance de valoriser les expériences immersives. Genre, je dirais plus parler sur de la cuisine locale, sur de l'artisanat, de la tradition vivante. Ce type de contenu, il fonctionne vraiment très très bien sur les plateformes de réservation. Ils peuvent assurer un très haut niveau en termes de taux d'engagement vis-à-vis de la clientèle finale. Et si le deuxième point que j'ai en tête là pour l'instant, c'est le repositionnement narratif. Il faut savoir raconter une histoire et parler sur un storytelling vraiment très attractif. D'ailleurs, j'ai un exemple en tête là pour l'instant, c'était la toute dernière campagne qui a été faite par l'ONMT, c'était Baroque Terre de Lumière et c'était vraiment un excellent exemple parce qu'il visait à repositionner le Maroc comme étant une destination culturelle, cosmopolite, mais ouverte, loin des représentations orientalistes classiques. Le storytelling il a été centré sur la lumière, la créativité, la diversité. C'était vraiment un discours audacieux qui a dû attirer une clientèle plus ou moins plus sophistiquée, comme on dit, plus CSP, plus. Mais je dirais plus l'activation multicanal sur un point ou un troisième point, c'est que le bon marketing de destination, il s'appuie sur une présence cohérente à travers les réseaux sociaux. Faire quelque chose, c'est bien, mais ne pas la communiquer cette dernière, c'est un peu malsain derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour qu'on puisse passer une image fidèle de destination ou de ville qu'on souhaiterait communiquer. Donc, les réseaux sociaux, le SEO, la publicité digitale, les partenariats avec les médias, les salons internationaux, ils peuvent parler le langage des audiences ciblées sur le bon canal et dire le bon mot au bon moment. Finalement, je dirais que c'est la segmentation des profils voyageurs. Il faut savoir cibler les familles, cibler les seniors, les backpackers ou encore les amateurs du sport. Il faut qu'on demande un peu une approche très personnalisée en termes de contenu, d'offres et de temps, et savoir dire les bonnes choses, comme je le dis toujours, au bon moment et rester dans les règles de l'art. Personnellement, je trouve ça très intéressant. J'espère que notre audience aussi. En effet, le digital transforme la relation entre les destinations et leurs visiteurs. Mais selon vous, Monsieur Senna, quels sont les outils et transformations numériques clés à adopter pour réussir dans le marketing digital et dans le marketing touristique? Ça, je dirais que pour la transformation numérique et pour le marketing touristique, il y a pas mal de points sur lesquels il faut qu'on en parle. C'est principalement en 2025, aujourd'hui au Maroc, on parle du tourisme 3.0. Pourquoi? Parce que il a trois variables incontournables qui le caractérisent derrière. C'est qu'il a un certain niveau d'autonomie, qu'il est connecté et qu'il est exigeant. Donc, le premier changement, c'est l'émergence de ce touriste hyper connecté qui est mieux informé, plus autonome. Et plus ou moins, qui dit ça, il est plus volatile. Donc, il n'attend plus à ce qu'on lui propose un voyage, mais il le recherche, il le compare, il le réserve et il partage souvent en temps réel. Donc, aujourd'hui, quand je dirais que les sites ils doivent être responsifs, parce que le smartphone, il est devenu un agent de voyage permanent. D'ailleurs, si je peux me permettre de dire, une étude récente, il a dû montrer que plus de 80% des voyageurs, ils commencent leur processus de réservation en ligne, mais souvent un mois à l'avance ou plusieurs mois à l'avance. Et plus d'un tiers des décisions sont influencées par les contenus générés par les autres voyageurs. Donc, soit des influenceurs, soit des amis à eux sur Instagram, soit c'est des YouTubeurs, soit c'est des commentaires et des avis laissés sur TripAdvisor. Donc, la digitalisation aujourd'hui est un facteur indispensable pour que le tourisme n'a pas une simple adaptation technologique. C'est plus ou moins une révolution structurelle qui touche toute la chaîne de valeur. Il faut parler sur l'inspiration, parce que les moteurs de recherche, les vidéos immersives et autres influenceurs qui donnent un peu l'idée ou qui l'inspirent à passer à l'action d'achat pour réserver, pour inspirer un voyage,
Et pour le deuxième point de réservation, on a aujourd'hui les OTA, les applications mobiles qui commencent à prendre et gagner du terrain comme étant principalement un comparateur de prix. Et aussi, c'est des comparateurs de vols et des hôtels et pas mal d'autres acteurs touristiques aujourd'hui. Il y a des expériences qui sur place avec la géolocalisation, les paiements dématérialisés, pardon. Et finalement, il faut jouer sur l'aspect de la fidélisation. Parce que chaque étape de ce que je viens de dire du parcours client est aujourd'hui impactée par le numérique. Ce qui veut dire, et très concrètement, c'est que la visibilité en ligne devient indispensablement stratégique et que l'expérience digitale est aussi importante que l'expérience sur le terrain et que l'absence digitale équivaut automatiquement à une absence commerciale. Donc, les nouveaux comportements, ils se redéfinissent par rapport à l'offre. Mais avec le digital, le comportement se fragmente. Et quand je dis se fragmente, c'est il se subdivise. Le touriste aujourd'hui, il ne veut plus de paquets standardisés, il ne veut pas seulement visiter et il est soucieux un peu de l'éthique. Parce que le marketing de masse laisse place à une logique d'hypersegmentation. Mais on parle désormais de micro-ciblage. Le micro-ciblage aujourd'hui, c'est pour les digital nomades, les solo travelers, les amateurs d'expérience, les bien-être. Ça, c'est une nouvelle façon de faire un peu le tourisme. Mais cela exige qu'une agilité nouvelle doit être proposée pour qu'on puisse donner la bonne offre au bon moment, sur le bon canal, pour la bonne audience. Et ceci se fait grâce à la réputation, comme je l'avais bel et bien évoqué d'ailleurs. S'il n'a pas de réputation, il n'y a pas de visibilité. Mais de même, ça reste une épée à double tranchant. Parce que autre transformation majeure liée à la digitalisation, on trouve qu'il y a un impact direct de la réputation en ligne. Aujourd'hui, les commentaires négatifs sur Google, Booking peuvent dissuader des centaines de clients potentiels. À l'inverse, un avis enthousiaste, une vidéo virale peut faire exploser pardon, la fréquentation d'un lieu en quelques jours. Ceci implique qu'il faut vraiment, certainement et obligatoirement assurer une surveillance constante, une gestion active de la réputation et surtout une capacité à dialoguer avec ses clients de manière rapide, humaine et transparente pour qu'on puisse garder notre image qui est vraiment fidèle et positive sur le mindset des consommateurs finaux. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle aussi sur des opportunités majeures pour les acteurs touristiques parce que il ne faut pas que voir un peu le digital uniquement comme étant une contrainte, mais c'est aussi une formidable opportunité parce que notamment pour les destinations émergentes, les PME, les territoires encore peu connus, c'est grâce au digital parce que le coût d'entrée sur le marché mondial est littéralement et considérablement hyper trop bas. Parce qu'aujourd'hui, une maison d'hôte dans l'Atlas ou un guide local à Tétouan pour toucher une clientèle canadienne, allemande ou coréenne, simplement via une bonne stratégie d'Instagram ou une présence optimisée sur les moteurs de réservation, on peut assurer et démocratiser la visibilité tout en donnant le pouvoir aux acteurs légaux. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai dû faire le tour? Et d'ailleurs, avant de finir, je voudrais rajouter d'ailleurs un point qui m'est tombé là pour l'instant en tête parce qu'il est vraiment très Oui, bien sûr. essentiel, c'est la collaboration publique-privée. Et parce qu'aucun acteur ne peut réussir aujourd'hui seul, hein. Le marketing digital de destination, il repose sur une synergie entre l'ensemble des acteurs publics et privés. D'ailleurs, les institutions, ils doivent créer des plateformes, des référencements et des campagnes naturelles hyper trop pressantes. Et finalement, les entreprises privées doivent être actives, innovantes et réactives dans leur approche digitale parce que ensemble, ils peuvent devenir et construire un écosystème numérique cohérent centré sur l'expérience voyage. Donc, je voudrais vraiment rajouter ce point à la fin parce qu'il m'est vraiment très essentiel à la date d'aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si Smaïl ou non, je suis là pour ça. Merci pour ces exemples qui donnent vraiment envie à réfléchir. On voit aussi émerger depuis quelques années un phénomène devenu presque incontournable, les influenceurs. Selon vous, Monsieur Sama, quelle est leur vraie place dans une stratégie de marketing de destination? Est-ce qu'on peut les considérer comme un vrai levier pour attirer des visiteurs ou est-ce que leur impact reste surtout au niveau de l'image? Absolument. Quand je dis que les influenceurs aujourd'hui sont devenus de véritables prospecteurs de voyages, pardon, leur force, il réside principalement dans leur capacité à générer de l'émotion, à inspirer, à déclencher de l'envie. D'ailleurs, si je peux me permettre, je me rappelle d'un exemple qui a été fait
Durant l'année dernière, si je me rappelle très bien, c'était l'ONMP qui a dû collaborer avec plusieurs influenceurs européens dans le cadre d'une campagne vraiment immersive. Et c'était à Marrakech où l'expérience elle a été construite autour du lifestyle, du design, de la gastronomie locale. Et ces contenus ont dû toucher des millions de vues avec un impact direct sur les recherches de vols et séjours. Mais il faut vraiment faire attention cependant parce que tous les influenceurs ne se valent pas. Le partenariat doit vraiment être cohérent, préparé, aligné avec des valeurs de destination. Et il faut vraiment privilégier désormais les micro-influenceurs, d'ailleurs j'en parle sur le territoire marocain, qui ont vraiment un fort taux d'engagement et un lien plus entier avec leur communauté. Et quand on parle d'un taux d'engagement, c'est qu'ils seront vraiment engagés vis-à-vis de leur communauté et que leur communauté elle passe directement à l'action d'achat ou de réservation une fois qu'une communication elle a été faite de leur part. Merci pour ces pistes. Et pour conclure, avant notre résumé, bien sûr, quels conseils vous pouvez donner à des jeunes professionnels ou même les étudiants qui souhaitent faire carrière dans le marketing touristique, mon cas d'ailleurs? Je vais être simple. Franchement, il faut développer des compétences hybrides. Et c'est être à l'aise avec le digital, comprendre les enjeux économiques, culturels, du tourisme, grosso modo, maîtriser un peu les outils, ou maîtriser parfaitement plus ou moins les outils du data marketing, et surtout savoir raconter une histoire, mais une histoire qui fait sens, une histoire qui donne une logique derrière, une histoire qui fait rêver. Il faut vraiment partir dans cette logique des choses parce que le tourisme aujourd'hui, c'est un secteur profondément humain. Il faut garder cette dimension émotionnelle tout en intégrant des logiques de performance marketing. Et enfin, je dirais qu'il faut voyager, observer et comparer l'ensemble des modèles internationaux pour que vous puissiez enrichir vos visions et travailler au-delà. Merci beaucoup, Dr. Baïd, pour cet échange passionnant et inspirant. Nous avons appris aujourd'hui que le marketing destination est bien plus qu'un slogan ou une campagne. Il s'agit vraiment d'une stratégie de positionnement, d'authenticité et d'adaptation. Vous nous avez montré comment un pays comme le Maroc peut devenir une marque à part entière en valorisant sa diversité culturelle, sa jeunesse numérique et ses expériences uniques. Merci encore pour votre générosité et vos conseils précieux. Je suis sûr que cet échange nourrira les réflexions de nombreux étudiants et professionnels et surtout mes camarades de classe. Je vous en prie, Ismaël, et franchement, de tout cœur, je vous encourage et j'encourage principalement aussi votre génération à participer à ce changement. Et il faut vraiment oser des formats nouveaux et à placer la valeur humaine au cœur de la communication touristique. Et je pense que vous avez vraiment tous l'audace et les compétences pour que vous puissiez y arriver. J'espère tout le positif des choses pour vous et franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur un C'est vraiment- sujet passionnant comme celui du tourisme et principalement l'aspect touristique marocain. Merci beaucoup, Ah, Sismaël. merci à vous, Monsieur Sama, et merci à notre audience. Et on vous laisse pour une deuxième série de nos podcasts MBA MCI.